Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Merci sincèrement d'avoir accepté notre invitation pour cette émission spéciale diffusée en direct par I24 et BFM TV en partenariat avec Libération et l'Express. 4 médias qui vous offrent une forte visibilité et une vraie diversité éditoriale. Avec Apolline de Malherbe qui s'est déplacée à Tel Aviv, merci. Et bonsoir. Avec Laurent Geoffrin et Christophe Barbier qui sont à Paris. Bonsoir messieurs. Nous vous demanderons, Manuel Valls, de faire le point sur l'état du monde, un monde angoissé, menacé et parfois menaçant. Les tensions qui le traversent partent de cette région, le Moyen-Orient. Votre visite a donc ici un sens fort. Vous plaiderez ici même pour cette paix qu'on croit impossible. Votre sincérité n'est pas mise en doute, vous l'avez montré à plusieurs reprises par vos déclarations et vous l'avez montré aujourd'hui par des gestes symboliques et l'on sait ici que le symbole compte beaucoup. Léa Berdugo. Une poignée de main symbolique au Centre pour la paix. Poignée de main entre le Premier ministre français Manuel Valls et l'ancien président israélien Shimon Peres, artisan des accords d'Oslo. Symbolique, c'est le mot qui résume le mieux cette première journée de visite. Recueillement et dépôt de gerbes au mémorial Yitzhak Rabin, à l'endroit même où l'ancien Premier ministre a été assassiné en 1995. Symbolique encore, cette médaille remise à Manuel Valls à l'université de Tel Aviv. Elle récompense son combat contre l'antisémitisme et le boycott d'Israël. Symbole cette fois des liens économiques, une rencontre avec des entrepreneurs franco-israéliens. L'un des objectifs de Manuel Valls, développer les échanges entre les deux pays. La nouvelle technologie de la communication et de l'information offre un formidable moyen de développer ici un marché tout à fait incroyable. Et c'est donc naturellement que je suis ici à Tel Aviv, en Israël, pour construire aussi ce monde de demain. Cette journée chargée de symboles ne doit pas faire oublier l'essentiel, le volet diplomatique. Le Premier ministre français Manuel Valls va devoir se montrer convaincant à l'égard d'un gouvernement israélien plus que sceptique face à l'initiative de paix française. Quel accueil! Quel accueil! Je suis là depuis septembre. Je n'ai jamais vu un homme politique français aussi bien accueilli. Je pense par exemple à l'accueil si froid réservé à Jean-Marc Ayrault. Quel contraste! C'était dans des circonstances très différentes. Il y a une semaine, le président de la République, François Hollande, était ici en 2013. Il a eu un accueil tout à fait chaleureux. Et je pourrais vous renvoyer au discours de François Mitterrand en 1982, discours historique devant la Knesset. Moi, je suis venu rappeler tout simplement les liens qui nous unissent à cette région Israël. Ce sont bien sûr des liens historiques, culturels. C'est une communauté française qui vit en Israël. 150 000 de nos compatriotes y sont, sans parler de tous ceux qui ont un lien avec la France ou la francophonie. Et puis ce lien, je veux le souligner, ce sont nos universités, nos centres de recherche, bien sûr nos entreprises, et il y a encore beaucoup à faire. Et puis c'est évidemment la paix, parce que vous l'avez dit très justement, ici, dans cette région, par l'histoire, par le rôle et la place de Jérusalem, les trois religions, les trois grandes religions monothéistes issues du même livre. Donc la charge politique, émotionnelle, historique est sans commune mesure avec ce qu'on peut connaître ailleurs. Alors ce lien dont vous parlez se distend parfois quand par exemple la France vote à l'UNESCO une résolution qui nie tout simplement le lien entre le peuple juif et le mur des lamentations. Mais nous avons regretté ce vote. Ce fut une erreur. Le président de la République l'a dit très clairement. Comment nier la place du judaïsme, l'identité juive de Jérusalem? Mais ça n'a aucun sens. C'est même contraire tout simplement aux faits, à l'histoire. Et Jérusalem, c'est une ville incroyable. J'ai eu l'occasion d'y venir à de nombreuses reprises. Les trois religions, l'islam, le christianisme, le judaïsme sont là. Les racines du judaïsme sont profondes à Jérusalem. Donc, mais pourquoi la France l'a voté dans ces cas-là? Est-ce que ça veut dire que la diplomatie française n'est pas tenue? Non, il peut y avoir parfois des erreurs. Il y a eu des amendements qui ont été apportés à cette résolution. Nous l'avons regretté. La page est tournée et personne ne peut un seul instant penser que la France nierait les origines juives, les racines juives de Jérusalem. Il faut faire d'ailleurs toujours très attention, vous le disiez, chaque geste, chaque mot
peut être interprété. Et il ne faut jamais venir, contrairement à l'adage, ici, dans cet Orient compliqué, avec des idées simples. Il faut tout simplement venir avec des principes, et c'est des principes de modestie et de respect profond de l'histoire dans cette région, parce que c'est au nom de l'histoire qu'on a fait la guerre. Mémoire de guerre, Charles de Gaulle, que vous citez, justement Charles de Gaulle qui avait eu un mot très dur sur Israël en 1967, et pour observer aujourd'hui au quotidien le peuple israélien, je peux vous dire que c'est vrai qu'il se raidit souvent dans l'accueil qu'il peut réserver à des personnalités étrangères parce qu'il éprouve un sentiment très fort d'injustice. Il se sent en fait très seul. C'est la seule démocratie de la région et il a le sentiment qu'il est le seul pays à avoir autant de critiques contrairement aux autres pays alentours. Et nous sommes exigeants peut-être à l'égard d'Israël parce que c'est précisément une démocratie. Parce que les liens avec Israël sont très forts depuis son existence, depuis 1948, et parce que nous demandons beaucoup à Israël. Je connais bien ce pays, je connais son histoire, mais je connais aussi sa géographie. C'est l'occasion de le rappeler à nos téléspectateurs. L'étroitesse d'Israël, vivant pendant des années et encore aujourd'hui dans un environnement hostile. Il y a un beau titre dans un ouvrage de Frédéric Ancel qui parle d'Israël, une démocratie en guerre. C'est comme cela qu'il faut l'entendre, qui a su cependant nouer des accords de paix avec l'Égypte ou avec la Jordanie. Un peuple évidemment qui vit dans des conditions difficiles, mais aux côtés d'un autre peuple, le peuple palestinien, qui souffre aussi de ne pas avoir un État, qui souffre de l'enfermement, du chômage et d'une jeunesse qui n'a pas d'espoir non plus. Donc toute initiative doit aboutir précisément à construire deux États viables, avec des frontières sûres et reconnues, Israël et la Palestine, vivant côte à côte. Ces deux peuples ont honnêtement tellement à faire. Alors ça n'est pas utopique, c'est difficile, et c'est pour ça que la diplomatie française travaille en ami d'Israël et des Palestiniens pour construire la paix. Mais vous êtes ici aujourd'hui et votre présence à l'international, pour un Premier ministre, on peut dire que cette année, vous avez beaucoup bougé. Vous êtes en Israël aujourd'hui, vous serez demain en Palestine, et ces derniers mois, si j'ai bien compté, vous avez été au Japon, au Moyen-Orient, en Afrique, en Nouvelle-Zélande, en Australie. Dans quelques semaines, vous serez au Canada. En fait, vous vous préparez aussi ? Non, il est normal que le président de la République, le chef du gouvernement, les ministres, bien sûr les ministres de l'économie, des finances, des affaires étrangères, bien sûr, au premier chef. Il y a actuellement, par exemple, il y a par exemple le G7 actuellement qui est organisé au Japon. Beaucoup de membres du gouvernement, Michel Sapin, Najat Vallaud-Belkacem, Stéphane Le Foll, sont allés ou se rendent au Japon. Mais nous sommes dans un monde ouvert. La diplomatie, elle est économique, culturelle, politique, elle doit s'organiser sans cesse. Et moi, je vais défendre les réformes de la France. Je me bats pour l'attractivité de mon pays. Il y a plus de 2 millions de nos compatriotes qui vivent à l'étranger. C'est un atout, c'est une chance. Donc, je me bats pour faire en sorte que la France gagne des parts de marché. Cette France, effectivement, elle est quand même sous tension. Et vous en parlerez d'ailleurs. Nous en parlerons, bien sûr. On aura l'occasion d'en reparler, absolument. Allez, on revient à Israël et au Proche-Orient, et vous êtes là pour ça. Demain, vous allez rencontrer le Premier ministre israélien, puis les dirigeants palestiniens. Vous plaiderez pour la nécessité de la conférence pour la paix que la France organisera à Paris le 3 juin, mais sans les Israéliens et les Palestiniens. Je vous propose de regarder ce reportage de Léa Berdugo et Daniel Bock. Ils se sont rendus dans une université israélienne de Haïfa où coexistent des jeunes israéliens, arabes, chrétiens et juifs. Écoutons-les. Relancer le processus de paix au Proche-Orient, le défi est immense et pourtant la France s'est engagée à le relever. Mais en Israël, la population y croit-elle encore ? Nous sommes à l'université de Haïfa dans le nord du pays, une ville de près de 280 000 habitants, symbole de la coexistence entre juifs et musulmans. Deux populations habituées aux tentatives de paix et à leurs échecs. J'espère que l'initiative française aidera, mais je crois que cela ne changera rien. Il faut faire évoluer les choses de l'intérieur. C'est notre pays qui doit initier cela et pas un autre. Léo est étudiante en psychologie. Pour elle aussi, il n'y a qu'une manière de résoudre le conflit, des négociations directes entre Israéliens et Palestiniens. Elle en profite pour lancer un appel à Manuel Valls. Je pense que si le Premier ministre français veut aider à promouvoir la paix, il doit venir ici, y rester 1 mois ou 2 pour se rendre compte de notre vie, parce que c'est compliqué et rien ne peut être réglé de l'extérieur. La plupart des étudiants ne croient plus à l'aide internationale, mais d'autres croient encore en l'influence de la France.
S'ils peuvent réussir à appliquer leurs valeurs de démocratie et de respect des droits de l'homme au conflit israélo-palestinien, et puisque dans les pays voisins on croit à la paix et on croit à cette initiative, je pense qu'il y a une opportunité pour la paix. Si les dirigeants palestiniens semblent accueillir l'initiative française avec enthousiasme, Manuel Valls devra se montrer convaincant face à un Benyamin Netanyahou réticent, une semaine après sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault. Ah, vous avez déjà une invitation à revenir parmi les jeunes. Et pour passer 3 mois, vous vous rendez compte ce qu'on dirait ensuite en France. Mais j'ai rencontré aujourd'hui des étudiants à l'université de Tel Aviv, l'université qui accueille aussi des étudiants arabes et israéliens. Nous sommes ici à Jaffa, donc il y a aussi cette coexistence. On parlait de Jérusalem tout à l'heure. Mais c'est ça, c'est comment on vit ensemble dans cette région. Et vous comprenez ce qu'ils disent, on n'a pas besoin des autres au fond. Alors ils ne la font pas, c'est vrai, cette paix, mais ils critiquent cette démarche de certaines grandes puissances à vouloir trop s'ingérer dans les relations entre les pays de la région, évidemment. Bien sûr que c'est compliqué, c'est particulièrement difficile, mais constatons que le statu quo aujourd'hui nous mène à l'impasse, à la violence. Le processus de discussion, de paix est en panne. Si l'autorité palestinienne salue notre initiative, c'est qu'elle attend aussi quelque chose de la communauté internationale. Et notre initiative, et Jean-Marc Ayrault l'a dit il y a une semaine à Benjamin Netanyahou, n'est pas une initiative dans le dos d'Israël. Pierre Vimon, l'envoyé spécial du gouvernement, est venu ici à plusieurs reprises. Nous pourrons aussi nous appuyer sur les travaux du Quartet qui travaille sur cette question-là, la réconciliation depuis des années. Donc, qu'il y ait du scepticisme, mais c'est évident. Mais quel le rôle des grandes puissances, comme des acteurs de la région ? C'est de permettre que le dialogue s'organise. Donc dans un premier temps, il y aura... ça marcherait cette fois-ci alors que ça n'a jamais marché jusqu'à présent? D'abord, il ne faut pas dire que ça n'a pas marché. Je veux dire, ceux qui connaissent bien le dossier n'auraient jamais pu imaginer, je ne sais pas, Anwar el-Sadat, il y a 40 ans, ici en Israël. Personne n'aurait pu imaginer la poignée de main de Yasser Arafat, de Yitzhak Rabin. Je leur rendu hommage aujourd'hui à Yitzhak Rabin. Ça sera le cas mardi aussi pour Yasser Arafat. J'ai rencontré vieil ami qui est Shimon Peres. Il a fallu un moment des hommes, des initiatives pour permettre la paix. Alors, bien sûr qu'il y a du scepticisme, mais le rôle de la France, membre permanent du Conseil de sécurité, avec les grandes puissances, et John Kerry, par exemple, le secrétaire d'État américain, sera à Paris cette semaine, avec les autres grandes puissances, avec les acteurs de la région, pour définir le cadre, je l'ai rappelé, 2 États vivant côte à côte, avec des frontières sûres et reconnues, avec bien sûr la nécessité d'avancer sur la question des réfugiés, bien d'autres dossiers, et une deuxième conférence, Paul Amar, je réponds à votre remarque, une deuxième conférence où, nous l'espérons, il y aura à ce moment-là Palestiniens et Israéliens qui doivent se parler directement. Vous citiez Frédéric Ancel, il était ici la semaine dernière. Il nous parlait très brillamment des accords Sykes-Picot, il y a un siècle, où l'Angleterre et la France avaient dessiné la carte du Moyen-Orient sans demander l'avis des pays. Et on a le sentiment ici que c'est un peu ce qui se passe, au fond. Paul Amar, vous me titillez là, mais on ne peut pas dire cela. Personne ne peut imaginer un seul instant construire la paix avec les Israéliens et les Palestiniens, malgré eux ou en leur imposant un schéma. Non, il faut avancer aussi avec eux. Mais nous voulons être tout simplement facilitateurs. Mais je pense qu'il faudra aller au-delà. J'étais très frappé dans les discussions avec mes interlocuteurs aujourd'hui, ça sera le cas demain, sur le fait, il faut toujours le rappeler, que nous sommes dans une région qui est en train de changer, qui est bouleversée par la guerre en Syrie, en Irak, par la confrontation entre le monde chiite et le monde sunnite. Regardez l'Arabie saoudite qui est obligée de se réformer d'une certaine manière parce qu'on est également dans l'après-pétrole. La France a des rapports privilégiés avec l'Égypte, avec l'Arabie saoudite, avec le Qatar, avec la Jordanie. Donc nous devons être, nous, un pont, un facilitateur. Mais j'ai une conviction profonde, et Shimon Peres le rappelait, sur l'eau, sur les sciences, sur les nouvelles technologies, en nous appuyant sur les jeunes. 60% des jeunes de cette région, Israël et bien sûr les pays arabes, ont tous un smartphone. Les frontières aujourd'hui sont dépassées. Il faut donc que nous aidions Israël et ces pays qui veulent la paix à franchir une nouvelle étape et à créer, on en parle depuis des années, ce grand marché commun, mais dans lequel l'université, l'éducation, la formation notamment de la jeunesse, car ce sont des régions très jeunes, soient privilégiées. Et moi, là-dessus, sur les années qui viennent, je suis plutôt optimiste. Qu'allez-vous dire demain à Benyamin Netanyahou? Exactement la même chose, parce qu'avec
Moi, je suis un ami d'Israël. Qu'est-ce qu'il fera qu'il sera convaincu par vos propos alors qu'il ne l'a pas été par ceux de Jean-Marc Ayrault? Moi, je suis un ami d'Israël, comme Jean-Marc Ayrault, et nous parlons directement. Quelle est la force de la diplomatie française incarnée par le chef de l'État aujourd'hui? C'est de parler, pas uniquement sur ce dossier, à tous les interlocuteurs avec le même langage et avec la même franchise. Donc moi, je veux le convaincre que l'initiative que nous tiendrons, de toute façon, elle vise à aider la paix, et puis je l'écouterai bien sûr avec le respect que je dois au chef du gouvernement, mais je suis un ami d'Israël, et parce que je suis un ami d'Israël, je veux la paix pour Israël et pour la Palestine. Si l'Europe s'est toujours intéressée au Moyen-Orient, le Moyen-Orient s'intéresse lui aussi à l'Europe. À sa façon. La violence islamiste et terroriste qui endeuille l'Europe prend sa source ici même, en Irak, en Syrie, en Iran. Les bombes explosent à Paris ou à Bruxelles, mais les commanditaires sont là, de l'autre côté de la frontière, à 4 heures de route à peine de Tel Aviv. Jonathan Serrero. La France sera-t-elle une nouvelle fois frappée par l'État islamique? La DGSI et un dernier message audio font état de l'imminence du danger. 7 mois après les attentats coordonnés du 13 novembre, la menace ne faiblit pas, bien au contraire. D'après le chef du renseignement intérieur, elle pourrait prendre une nouvelle forme, beaucoup plus meurtrière. Fini les attentats suicides et les tirs de Kalachnikov en pleine rue. Les hommes du Daesh planchent désormais sur la fabrication de puissants engins explosifs à déposer au beau milieu des foules compactes. En témoigne l'interpellation en mars dernier de Reda Criquet, arrêté chez lui à Argenteuil en possession d'importants stocks d'explosifs. Pour mener à bien ces opérations, le Daesh compte brouiller les pistes et ouvrir d'autres filières, notamment en Libye. Un changement de cap motivé par la baisse drastique des départs vers la Syrie et les dernières arrestations de Salah Abdeslam et Mohamed Abrini en banlieue de Bruxelles. Un virage stratégique qui oblige les autorités à élever leur niveau de vigilance des services de sécurité. Manuel Valls devrait ainsi profiter de son séjour en Israël pour apprécier le savoir-faire local en matière de lutte contre le terrorisme. En 2015 et 2016, le Shin Bet a déjoué quelques 300 attentats terroristes majeurs. Des plans macabres enrayés grâce aux renseignements obtenus sur le terrain par les agents de la police intérieure de l'État hébreu. Un travail de fourmi que la France se doit d'accomplir à l'approche de l'Euro 2016. 2,5 millions de spectateurs sont attendus aux abords des enceintes sportives. Apolline. Est-ce que ça veut dire que la France est aujourd'hui plus ciblée que les autres pays? Elle l'est. Elle est sans doute, peut-être aujourd'hui, la cible numéro 1 de Daesh. Pardon, nous l'avons constaté. Et dans notre chair, au cours de l'année 2015, même si nous ne sommes pas le seul pays. La menace est toujours extrêmement élevée. Elle n'a sans doute jamais été aussi élevée. C'est pour cela que je veux saluer le travail, notamment de nos services de renseignement. Régulièrement, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, l'annonce, des filières sont démantelées, des individus sont interpellés. Il y a eu des arrestations particulièrement importantes. Nous savions que l'attentat qui a eu lieu à Bruxelles visait peut-être et sans doute la France. Une cellule s'était rappelée à Argenteuil, a été démantelée. Mais j'ai l'impression que vous avez entendu 10 fois dire la menace est très élevée. Elle n'a sans doute jamais été aussi élevée. Parce que ça veut dire qu'elle l'est de plus en plus. Oui, parce qu'au fur et à mesure, elle ne baisse pas. Au fur et à mesure que l'État islamique Daesh recule, ce qui est le cas en Syrie et en Irak, sans doute cette organisation terroriste, cette armée terroriste, se donne-t-elle des moyens, des objectifs en tout cas, de cibler la France, la Belgique ou d'autres pays. Mais la France est un pays sûr. Est-ce qu'on peut quand même dire que la France est un pays sûr aujourd'hui? Mais tout pays aujourd'hui qui est menacé doit s'engager à 100%, même si le risque zéro n'existe pas. Vous savez, ici, le terrorisme, on ne le dit pas assez souvent. Israël est victime du terrorisme, a été victime du terrorisme. C'est cette démocratie qui est en guerre. Je veux rappeler que dans la région... Très peu dans les médias français d'ailleurs. Oui, ce terrorisme est une réalité. D'ailleurs, souvent les Israéliens ont le sentiment qu'ailleurs, on ne reconnaît pas le fait qu'ils sont victimes du terrorisme, comme les musulmans sont dans la région les premières victimes du terrorisme, de la barbarie, de l'État islamique, de Al-Qaïda, mais aussi du régime syrien. Donc Paris, le terrorisme est un fléau mondial, et j'ai déjà dit que notamment quand on a plus de 2062 personnes identifiées dans les filières syro-irakiennes en France. Nous connaissons en plus sans doute des centaines, voire des milliers d'individus qui sont radicalisés, que c'est l'affaire d'une génération. Moi, je ne suis pas là pour faire peur à mes compatriotes, mais je pense, et c'est ce qu'on peut apprendre ici en Israël, dans une situation très différente, c'est que quand on est en guerre ou quand on nous fait la guerre dans des conditions évidemment très différentes des guerres que nous avons connues au XXe siècle, enfin, vous avez utilisé il faut le mot guerre, une forme de résilience. Il faut être capable d'affronter avec les armes du droit, avec l'intervention des forces de sécurité, avec la mobilisation de la société contre la radicalisation. Il faut être
capable d'affronter ce sujet. Mais retenez ces chiffres. 2062 personnes identifiées dans ces filières, 9300 personnes signalées et des milliers de personnes qui ont succombé à la radicalisation. C'est des chiffres extrêmement précis que Bernard Cazeneuve nous donnait régulièrement, des chiffres vraiment à la personne près, et en même temps, on a le sentiment qu'il y en a quand même un certain nombre qui vous échappent. On a appris récemment que la traque notamment d'Abdelhamid Abaoud avait été menée non seulement par les services de renseignement français, mais aussi par la CIA, par le Mossad, et qu'il a réussi malgré tout à déjouer toutes les attentions. Donc vous comprenez qu'il y a un décalage entre la précision de vos des mots. Grandes agences internationales, la CIA, le Mossad, dont tout le monde connaît le professionnalisme, la DGSE ou la DGSI, et qui font un travail. Il vous a mais échappé. parce que c'est très difficile, parce que le terrorisme, ces individus s'adaptent en permanence, coupent leur téléphone portable, se fondent dans la population. Est-ce que vous vous rendez compte aujourd'hui, vous l'avez donné ce chiffre, qu'il y a aujourd'hui 400 ou 500 mineurs très jeunes qui vivent aujourd'hui en Syrie et qu'on forme demain peut-être à tuer. Donc c'est pour ça qu'il faut parler de guerre. C'est pour ça qu'il faut parler d'une guerre contre le terrorisme. Est-ce que vous pouvez nous assurer que ce qui s'est passé par exemple pour Abaoud ne se passerait plus? Je ne mentirai jamais à mes compatriotes sur cette question essentielle de sécurité, parce que j'ai été ministre de l'Intérieur, et celui qui vient sur un plateau de télévision qui dit « Je vous assure qu'aujourd'hui tout est contrôlé et qu'il n'y aura pas d'attentat », ment. Pour quelle raison, je ne le sais pas. En revanche, la mobilisation absolue, la connaissance des dossiers, les lois que nous avons votées, 2 lois antiterroristes depuis 2012, les 2 lois sur le renseignement, la loi sur la procédure pénale, nous donnent et donnent à nos services, dans le respect de nos institutions et de nos valeurs, plus de moyens pour être plus efficaces dans une coopération internationale qui est, de ce point de vue-là, de grande qualité avec les Israéliens. Vous ne pourrez absolument pas répondre oui à la question d'Apolline pour une simple raison, et c'est lié à la nature même de la démocratie, et les forces et les faiblesses de la démocratie qui est forte sur le théâtre d'opérations extérieures, comme disent les militaires. La France au Mali, remarquable. L'armée française réussit à faire reculer la poussée islamiste. L'aviation alliée en Irak et en Syrie contre Daesh. Et là, on voit la force des armées démocratiques. Mais quelle faiblesse, parce que justement, on est démocratie. Donc, c'est presque l'ADN d'une démocratie que d'être un pays passoire, que de laisser entrer... Je ne suis pas d'accord avec vous. Ça n'empêche pas, malheureusement, les attentats, vous les avez vus à Bamako ou au Burkina Faso. Ce qui n'empêche pas, c'est notre intervention. Nous avons sauvé le Mali, son intégrité, qui est un pays démocratique. La Tunisie, qui est un pays démocratique et qui a besoin de notre soutien, souffre aussi du terrorisme. Mais vous avez aussi des États qui sont des États totalitaires, qui connaissent le terrorisme. Je ne vais pas les citer pour ne pas me fâcher avec toute une série de pays. Une démocratie comme Israël a fait face à des formes de terrorisme, ces attaques au couteau, à l'arme blanche ces derniers mois. Donc ça veut bien dire que face à des individus très déterminés, d'autant plus que nous avons une autre forme de terrorisme, il s'agit d'individus qui sont prêts à mourir, qui pour réussir leur vie, veulent réussir, si je peux me permettre cette expression terrible, leur mort. Et donc ils n'hésitent pas à se faire exploser au Bataclan, à Bruxelles, dans les rues de Paris. Donc, encore une fois, je pense qu'au contraire, la démocratie, c'est une force. Bien sûr qu'il y a toujours des failles, des faiblesses. Mais là, je peux vous dire, et je veux saluer, puis à la place qui est la mienne et qui a été la mienne, place Beauvau comme ministre de l'Intérieur, moi je sais que nos services de renseignement font un travail remarquable, à condition que la coopération européenne et internationale soit la plus forte possible. Et vous savez que la France agit beaucoup au niveau européen là-dessus. L'euro commence dans 3 semaines, le 10 juin. Comment est-ce que vous pouvez assurer la sécurité à la fois des manifestations qui, on le voit chaque jour en France, dégénèrent, de la radicalisation et de l'euro? Comment c'est possible d'être sur tous les fronts? Vous ne pourrez pas mettre des policiers partout. C'est une très bonne remarque. Il faut vivre. J'ai dit il y a quelques mois à des jeunes que leur génération allait vivre avec le terrorisme. Ça m'a été reproché. Mais nous allons vivre avec le terrorisme, et le mot le plus important, c'est vivre. Et une démocratie, elle doit être capable de se donner les moyens de combattre le terrorisme, d'être impitoyable face au terrorisme, et en même temps de vivre. Parce que ce qu'on a voulu atteindre en 2015, chez nous, c'est notre art de vivre, notre culture. On a tué des jeunes. Donc la réponse, c'est aussi la vie. Et la vie, c'est le sport. Mais allez-vous et la vie, pendant ce c'est la temps-là culture. interdire les manifestations, par exemple? Vous ne pourrez pas avoir tout à la fois. L'euro doit avoir lieu. Y compris les fan zones, qui sont quand même des lieux de rassemblement beaucoup plus difficiles à contrôler. Oui, mais qui vont être protégés, contrôlés par des services publics, des services de sécurité publique
et privée, sauf événements, sauf menaces particulières, ces fan zones sont maintenues. Parce que c'est et une vous force, aurez les moyens d'aller partout. c'est une force pour nos 10 villes. Mais nous n'allons pas annuler le Tour de France, nous n'allons pas annuler le festival d'Avignon ou le festival d'Aix ou de Montpellier. Nous avons besoin de vivre. Parce que sinon, c'est la peur. Et la peur, c'est le repli sur soi. Et c'est une victoire des terroristes. Mais en revanche, dans ces moments-là, peut-être que chacun peut avoir un certain esprit de responsabilité. Et parce que policiers et gendarmes sont mobilisés, parfois même épuisés dans leur mission, parce qu'il y a aussi le maintien de l'ordre, parce qu'il y a la lutte contre la délinquance. Oui, fatigués, même s'ils font un travail admirable. Et moi, je leur rends une nouvelle fois hommage. Peut-être que ceux qui organisent dans cette période-là des manifestations contre un texte de loi, contre le gouvernement, c'est leur droit. Vous vous rendez compte, dans une démocratie comme la nôtre, alors que nous sommes menacés par le terrorisme, que nous avons mis en place, prolongé déjà à 2 reprises l'état d'urgence, on peut manifester. Ça veut dire que notre démocratie est vitale. Mais peut-être que dans ce moment-là, chacun doit avoir conscience de la charge qui pèse sur les policiers et les gendarmes. Et peut-être qu'avant d'organiser les manifestations, on peut se dire s'il n'y a pas des priorités dans notre pays. Donc vous en appelez aux responsables du côté des manifestants. À eux d'assumer aussi leurs responsabilités. On ne peut pas interdire ces manifestations, celles-ci en tout cas, mais que chacun assume ses responsabilités. On voit bien comment les choses peuvent déraper. On voit bien ce qui s'est passé l'autre jour avec cette voiture de police qui a brûlé. Quel admirable courage de la part des 2 agents de police et ce policier qui a été notamment récompensé et décoré par le ministre de l'Intérieur qui est désormais titulaire de la police nationale. Donc cette police et cette gendarmerie, et la gendarmerie était particulièrement éprouvée ces derniers jours, ont besoin du soutien des Français et que chacun fasse preuve donc de responsabilité. Manuel Valls, vous dites que la démocratie c'est une force, oui, dans ses valeurs, mais de nombreux citoyens de pays démocratiques en Europe n'ont pas la même perception et se tournent vers un pouvoir autoritaire. C'est la tentation du pouvoir autoritaire et à l'heure où on se parle, il est possible que l'Autriche ait ce soir ou cette nuit, quand on connaîtra les résultats, un président d'extrême droite. Comment réagiriez-vous s'il était élu? Nous verrons. À l'heure où nous parlons, je crois, ce qui est déjà une surprise, les résultats sont particulièrement serrés. Ils sont au coude à coude, donc je préfère attendre les résultats. Mais la montée du populisme, c'est-à-dire de l'extrême droite, pour dire les choses clairement, sur fond de discours anti-immigration, sur fond de discours anti-musulmans. Parfois d'ailleurs, dans le discours de l'extrême droite, le discours anti-musulman a remplacé l'antisémitisme, surmonté aussi de l'antisémitisme. Pourquoi ici je suis, je crois, respecté en Israël? C'est parce que chacun connaît mon combat, et celui d'ailleurs des autorités françaises, contre l'antisionisme, contre contre l'antisémitisme, contre la haine du juif, contre la haine d'Israël. Et c'est souvent le fil conducteur, y compris de la part de l'islamisme radical qui souvent fait référence à l'antisémitisme pour justifier son combat. Donc il faut être intransigeant là aussi sur les valeurs. Il faut redonner aussi du souffle et de la force à l'Europe, parce que c'est souvent contre l'Europe également que ces populismes prospèrent. Paul Amar disait tout à l'heure à quel point vous aviez été effectivement particulièrement bien accueilli. Et notamment aujourd'hui à l'université de Tel Aviv, où vous avez été couvert d'honneur et où on vous a dit dans un des discours notamment, vous êtes l'un des seuls premiers ministres, je cite, qui a soutenu Israël et qui soit sioniste. Sioniste et socialiste, c'est compatible? Non, d'abord, je ne dis pas que je suis sioniste. C'est bien ce que je disais, c'est un discours qui vous a été adressé. Vous savez, le socialisme et le sionisme, à partir le travaillisme ici, en Israël, avec Ben Gurion notamment. Je dirais socialiste français et sioniste. Alors, voilà. Précisément ma question. Pardonnez-moi, mais la société israélienne a été créée sur ses fondations. Non, mais ma question, et notamment la culture du kibbutz. Ma question, c'est est-ce que vous pouvez aujourd'hui être socialiste français et sioniste? Non, mais je n'ai jamais dit que j'étais sioniste. Le sujet n'est pas là. Et ça n'est pas du tout mon problème. Et mon problème, c'est de dire aujourd'hui que souvent, dans le discours dit antisioniste, c'est le premier pas, c'est la porte ouverte à l'antisémitisme. Vous avez il parlé faut dire clairement les choses. D'islamo-gauchisme, et notamment vous en avez parlé à propos de Clémentine Autain et de Tariq Ramadan. Vous disiez, et je vous cite, ces capitulations, ces ambiguïtés avec les indigènes de la République, les discussions avec Mme Clémentine Autain et Tariq Ramadan, les ambiguïtés entretenues qui forment le terreau de la violence et de la radicalisation. Clémentine Autain dit qu'elle va porter plainte contre vous si vous ne lui présentez pas vos excuses. Est-ce que vous vous excusez pour vos propos? Oh, bien sûr. Mais moi, je dis les choses telles qu'elles sont. Quand il y a des ambiguïtés, on laisse prospérer, en effet, des idées qui me paraissent dangereuses pour la concorde nationale, pour la République, pour l'idée que je me fais de la laïcité. Souvent, on a dit que la gauche était ambiguë sur ces questions-là. Moi, je pense que c'est la gauche qui a en grande partie, c'est un raccourci, bien sûr, mais quand même, au XIXe siècle,
inventé l'idée de nation et de la Sauf que République. Clémentine Et moi, Autain, je elle veux était sur une liste que avec plus Claude que jamais, Barthelone. la gauche s'identifie L'ambiguïté, à elle une certaine existe au idée de sein la nation, même de la votre- République. L'ambiguïté, elle Mais existe au sein même de Oh, votre famille. elle- Quand elle vous est- voyez que Clémentine Autain était sur la même liste que Claude Barthelone, par Oui, exemple. mais ça, c'est dans le cadre Voilà. d'alliance entre les deux tours. On peut d'ailleurs... Vous la condamnez On peut Cette d'ailleurs alliance le regretter, mais c'est ainsi. Mais il faut être clair, quand il s'agit de l'antisémitisme, du racisme, des actes anti-musulmans, des actes anti-chrétiens, au fond d'une... Vous maintenez vos propos. Bien évidemment, mais ça me paraît clair. Merci Apolline et merci Manuel Valls. Il faut partager notre temps.